Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Bonjour à tous, bienvenue dans Puits de Science. Je suis aujourd'hui avec Philippe Pompin, qui est enseignant-chercheur en chimie organique à l'ECPM, l'école de chimie polymères et matériaux de Strasbourg. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, je suis ravie d'échanger avec vous. Vous venez de publier un ouvrage aux éditions Hermann, un ouvrage que l'on pourrait qualifier de grand public, sur un sujet qui a priori ne semble pas l'être, puisque vous y parlez de recherche fondamentale. Alors le titre de votre livre, c'est L'art du combat en laboratoire, être scientifique aujourd'hui. Alors c'est un titre qui interpelle et qui donne le ton. Et alors le résumé que j'ai lu en 4e de couverture nous laisse penser que vous portez un regard sans détour sur le métier de chercheur aujourd'hui, ses enjeux, ses défis et ses possibilités d'action aussi. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on entre dans l'arène. Nous avons 10 minutes, pas une de plus, et on va découvrir ensemble ce combat dont vous parlez dans votre livre. Alors Philippe, si vous voulez bien d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portent vos recherches à l'ECPM? Oui, tout à fait. Merci Isabelle, en tous les cas, de m'inviter dans ce podcast. Donc, en fait, je suis professeur de chimie organique donc à l'ECPM, à l'Université de Strasbourg. Et donc, mes recherches elles vont porter sur les glycomimétiques, c'est-à-dire les mimes de sucre. Donc, en fait, les sucres, comme vous le savez, c'est une grande classe de biomolécules. Les sucres vont intervenir dans énormément de mécanismes au niveau de la biologie. Ça va fournir de l'énergie au corps avec le glucose, par exemple, et ça va aussi intervenir dans tout un tas de mécanismes de reconnaissance à la surface des cellules. Et par exemple, c'est la reconnaissance de sucre qui va permettre à un virus d'infecter une cellule. Et donc, nous, on va utiliser le pouvoir de la chimie organique, le pouvoir de la synthèse organique pour s'inspirer de la structure des sucres et les modifier. C'est-à-dire qu'on va prendre un sucre et on va enlever des parties, on va en rajouter d'autres. Et tout ça, ça va être en fait pour se rapprocher d'une application thérapeutique. Parce que les sucres, ils ont des défauts comme médicaments. Notamment, ils sont trop solubles dans l'eau et ils sont des fois souvent détruits au niveau du corps par des enzymes. Donc voilà, moi je travaille sur les glycomimétiques. Merci Philippe. Et alors pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Alors vraiment, c'est une réponse multiple en fait. L'idée de ce livre, elle m'est juste arrivée comme ça, elle m'est tombée du ciel pendant que je courais, hein, tous les dimanches, je vais courir. Et d'un coup, j'ai pensé à cette phrase, la recherche est un sport de combat. Et en fait, ça a résumé plein de choses. C'est-à-dire, ça résume ce que je ressens au quotidien comme chercheur, puisqu'en fait, comme enseignant-chercheur, je fais de la recherche fondamentale. C'est-à-dire, j'essaie de produire de nouvelles connaissances et j'ai l'impression que c'est un combat quotidien. C'est-à-dire, c'est un combat passionnant contre l'inconnu parce que, en fait, on fait des choses que personne n'a fait avant nous. Donc, c'est comme un explorateur dans une jungle inconnue. Donc évidemment, ça c'est très difficile, mais c'est passionnant. Mais c'est aussi un combat pour arriver le premier dans la course à la découverte, parce qu'en fait, quand on fait une découverte, on ne refait pas une découverte. Watson et Crick ont découvert l'ADN, ça sert à rien de la redécouvrir une seconde fois. Donc il y a des fois cette course, cette compétition, donc c'est aussi une forme de combat. Et puis il y a des combats multiples, hein, des combats contre les lourdeurs administratives, pour décrocher des financements, pour faire nos recherches, des combats contre ce qu'on pourrait appeler les nouveaux obscurantistes qui remettent en cause la science. Donc voilà, il y a des combats multiples et ça résonnait aussi avec un goût que j'ai depuis que je suis adolescent de lire des livres d'histoire et j'ai toujours été passionné par l'histoire. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par les épopées napoléoniennes, etc., par la stratégie militaire, des choses comme ça. Donc en fait, ça accumulait plein de choses et je me suis dit, ah bah, je vais peut-être pouvoir avoir assez de matière pour écrire un livre. Est-ce que vous pourriez nous raconter un de vos derniers combats? Mon dernier combat, c'est de faire publier ce livre. Donc, en fait, puisque finalement, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je connais l'édition scientifique parce que, comme chercheur, je fais des publications scientifiques dans des journaux, par exemple, de chimie, comme le Journal of Organic Chemistry ou Chemistry European Journal. J'ai déjà publié des livres purement scientifiques, mais par contre, ça, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Et chaque étape a été assez difficile, mais en même temps, à chaque étape, j'ai appris. Et j'ai côtoyé des gens que j'ai pas l'habitude de connaître, comme des agents littéraires, comme des éditeurs. Et finalement, ben, publier un livre, c'est aussi un combat. Mais vraiment, je suis content du résultat, puisque en fait, mon objectif, c'est de pouvoir faire connaître ce livre au plus grand nombre pour peut-être susciter une vocation, comme ça a pu m'arriver, moi, quand j'étais adolescent, de lire par exemple un livre d'un prix Nobel de médecine, François Jacob, qui s'appelle La statue intérieure. François Jacob, il est parti à 20 ans en Angleterre en 1940. Il s'est engagé dans les forces françaises libres. Il a travaillé dans les services de santé. À la fin de la guerre, il était blessé. Il pouvait pas être chirurgien comme il le souhaitait. Et il a frappé à la porte de l'Institut Pasteur. Il a rencontré Lvov, son futur patron, un futur prix Nobel. Et il s'est lancé dans la recherche. Et en fait, ce livre, ça montre tout ça, la recherche. Et c'est un livre qui, pour moi, a suscité le déclic parce que c'est raconté de façon extraordinaire comment on peut devenir chercheur et comment on peut être passionné par la recherche.
Alors, vous comparez la recherche fondamentale à un combat. Dans le combat, j'imagine qu'il y a des victoires aussi. Est-ce que vous pourriez nous partager, là, vous nous avez partagé votre dernier grand combat, peut-être une victoire dont vous vous souvenez dans votre carrière de chercheur? Alors c'est vrai qu'il y a des victoires quand on fait de la recherche, elles arrivent pas très souvent et peut-être elles arrivent tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Et justement, c'est ça qui fait tout le sel de notre métier. Parce que si on avait des victoires tous les jours, hein, si on montait en haut de l'Everest tous les jours, ça n'intéresserait plus personne. En fait, justement, c'est ce moment en fait où on a une joie profonde, intense quand on découvre quelque chose et on a cette joie profonde, intense. François Jacob, encore une fois, il parlait de plaisir sauvage parce que finalement c'est difficile et ça a été difficile d'arriver jusque-là. Et peut-être une victoire dans ma carrière, mais qui n'a pas été si difficile que ça finalement parce qu'il y a aussi un peu la chance qui joue, c'est d'avoir découvert par exemple que si on utilisait un inhibiteur d'une enzyme, donc en fait on peut arriver à trouver des petites molécules qui vont bloquer l'action d'enzymes, comme par exemple l'action d'enzymes de virus pour essayer de bloquer un peu leur activité. Donc c'est un peu comme la petite molécule, c'est un peu comme une clé qui va bloquer une serrure. Et en fait on s'était posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on met par exemple 12 copies d'un inhibiteur sur une plateforme moléculaire, par exemple un fullerène. Donc les fullerènes, c'est ces molécules de C60 constituées de carbone. On va les utiliser comme une plateforme. Et en fait, on s'est dit simplement, qu'est-ce qui se passe si par exemple on met 12 copies de cet inhibiteur sur cette plateforme? Est-ce qu'on va avoir un inhibiteur qui est 12 fois plus puissant? Et en fait, on a fait des tests, etc. On a envoyé nos produits dans un laboratoire en Espagne. Et en fait, petit à petit, les tests nous revenaient. Et on avait des molécules qui étaient 2 fois plus puissantes, 3 fois plus puissantes. Et puis un jour, on a une molécule qui était 2000 fois plus puissante. Donc une molécule qui avait 12 copies d'un inhibiteur, elle n'était pas 12 fois plus puissante, elle était 2000 fois plus puissante. Donc c'est ce qu'on a appelé l'effet multivalent sur l'inhibition d'une classe d'enzymes particulière. Et donc ça a été une victoire pour nous parce qu'en fait, c'était quelque chose d'un peu inattendu. Et surtout, ça posait plein de questions. Pourquoi le fait d'être comme ça démultiplié, ça fait que cette molécule n'est pas 12 fois plus puissante, mais 2000 fois plus puissante. Alors, j'aime bien Philippe parce que vous avez utilisé le on. Donc, la recherche, c'est un combat collectif. Oui, oui, tout à fait. C'est un travail d'équipe. En fait, je pense que j'ai choisi la recherche et j'aime la recherche pour l'aspect créatif, pour vraiment trouver des choses nouvelles, pour voilà, aller chercher la petite bête ou aller chercher l'aiguille, la toute petite aiguille dans une meule de foin énorme. Mais nous, on ne sait pas si l'aiguille est dans la meule de foin. On peut passer plusieurs mois et finalement pas trouver d'aiguille. Mais j'aime cet aspect-là, c'est sûr, mais j'aime l'aspect collectif. Parce qu'en fait, mutuellement, on va se donner des idées, mutuellement, on va s'encourager. Quand il y a un membre de l'équipe qui n'y croit plus parce qu'on a affronté trop d'échecs, eh ben, il y en a un autre qui finalement y croit. Et puis, il y a sans arrêt aussi cette interaction avec les plus jeunes qui arrivent dans nos laboratoires avec ce regard un peu naïf que nous, on avait quand on a commencé la recherche, et ce regard neuf. Et en fait, c'est cette conjonction dans les laboratoires d'expérience, d'inexpérience, de naïveté. Et puis aussi, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on essaie de former de nouveaux chercheurs. On forme des étudiants en master, en doctorat. Et en fait, on discute avec eux, ils arrivent avec leurs idées. Souvent, c'est des petites idées qui ont des défauts, et puis on rediscute. Et puis, année après année, et puis un jour, votre étudiant, il rentre dans votre bureau et il a une idée fantastique que vous auriez jamais eue parce que c'est son idée à lui, parce qu'il a son parcours, il a son cerveau à lui. Et là, c'est un grand moment aussi, c'est aussi grand que quand on découvre quelque chose. Vous parliez aussi tout à l'heure de combat contre l'obscurantisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un contexte historique particulier ou charnière, en tout cas qu'on est dans quelque chose d'un peu spécifique pour la science et la recherche? Oui, oui, c'est sûr. En fait, dans ce livre, je parle aussi de ce combat contre des néo-obscurantistes, hein, des nouveaux obscurantistes. On a l'impression qu'on est retourné en arrière. Alors maintenant, ils brûlent plus personne ou des choses comme ça, hein. On n'est pas au moment de l'Inquisition. Mais c'est encore pire quelque part parce qu'en fait, ils ont des moyens financiers souvent énormes. Ils se recommandent de la raison. Et en fait, ils atteignent les plus hauts niveaux du pouvoir, hein, comme on peut le voir aux États-Unis. Et moi, je pensais jamais voir de mon vivant ce qui est indiqué comme étant la plus grande démocratie du monde, avoir en fait le président de ce pays-là qui contraint une grande université comme Harvard, qui lui coupe les financements, qui l'empêche d'avoir des étudiants étrangers pour imposer son idéologie. Et justement, la science, c'est le contraire de l'idéologie, c'est-à-dire on se base sur les faits. On n'est pas immoral, mais on est amoral, c'est-à-dire que si le fait il est comme ça, et ben il est comme ça, et on essaie de l'expliquer. On n'essaie pas de plaquer notre idéologie sur la réalité. On essaie de la comprendre. Et en tous les cas, c'est vrai que c'est un retour en arrière qui fait peur, et c'est un combat qui doit être mené par les scientifiques pour justement faire connaître leur activité et essayer de lever toutes les choses qui sont fausses. Par exemple, il y a des gens qui pensent encore que la Terre est plate et c'est vrai que ça semble assez incroyable de nos jours. Donc il faut arriver à défendre la science. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire de la recherche fondamentale aujourd'hui? Bah, il faut, et je vois que même pour nous, c'est difficile. Et justement, c'est là qu'en fait, je voudrais alerter aussi mes collègues, c'est-à-dire que si nous, on ne fait pas de recherche fondamentale,
Personne n'en fait. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes censés en faire. C'est-à-dire, les chercheurs au CNRS, à l'INSERM, à l'INRA, dans les universités. C'est nous qui sommes en charge de le faire. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on est noyé sous beaucoup de tâches, hein, que ce soit des tâches administratives. On doit sans arrêt chercher nos financements de recherche. On a beaucoup de contraintes qui fait que le temps passé à la recherche est de plus en plus réduit. Mais c'est assez dramatique puisqu'en fait, si nous, on fait pas de recherche, personne n'en fait. C'est nous qui sommes dédiés à le faire. C'est nous qui savons le faire. C'est comme si, en fait, par exemple, les soldats qui sont censés défendre notre pays étaient 90% de leur temps en train de faire autre chose, alors que c'est les seuls qui sont des professionnels qui sont aptes à nous défendre. Bah, je dirais que c'est pareil pour la recherche, c'est nous qui devons le faire, c'est nous qui avons l'expertise pour le faire, donc ça serait bien qu'on puisse le faire une grande partie du temps. Merci Philippe, on arrive à la fin de notre échange. Peut-être un dernier mot, un enseignement de votre livre que vous voudriez partager qui serait applicable à un autre domaine ou peut-être à la vie de tous les jours de chacun. Une expérience que vous tirez de votre vie de chercheur que vous auriez envie de partager avec nos auditeurs. Ben, disons que c'est peut-être un mot qui est à la mode depuis quelques années, c'est la résilience. C'est vrai qu'un chercheur, il doit toujours décider dans la plus grande incertitude, hein, puisque par définition, il explore l'inconnu, il fait des choses que personne n'a jamais fait avant lui, et donc il affronte tous les jours l'échec. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être difficile. Et puis en plus, cet échec, du coup, il prend plus de place, puisqu'en fait, on va aussi avoir des échecs sur les demandes de financement, on peut avoir des échecs quand on veut soumettre des articles à des grands journaux scientifiques. Et donc, en fait, malgré ça, malgré le fait qu'il doit décider en permanence dans l'incertitude, qu'il est contrôlé hein, par ses tutelles, par, disons, même ses élèves hein, qui vont évaluer ses enseignements, malgré le fait qu'il subit des échecs en permanence. Voilà, en fait, les chercheurs, ils arrivent quand même toujours en gardant la foi, en écoutant leur petite voix intérieure, à essayer de retrouver finalement pourquoi ils ont voulu faire de la recherche, retrouver un petit peu leur voix intérieure ou leur petite voix d'enfant ou d'adolescent, ce moment en fait où ils ont décidé de faire la recherche. Et en fait, il faut constamment revenir à ça pour finalement continuer à affronter le quotidien du chercheur, qui est parfois un combat. Alors, il y a des combats passionnants, mais il y a aussi des combats subis et des combats qui n'ont pas d'intérêt dans des tâches administratives sans aucun intérêt pour un chercheur et qui ne méritent pas d'avoir un bac plus 8 ou d'être ingénieur. Mais voilà, il faut quand même garder cette foi-là et revenir en fait à sa vocation du tout début pour continuer à garder la foi et la passion. Merci Philippe, bravo pour votre combat. Donc votre livre est disponible en librairie, sur commande, sur toutes les plateformes classiques d'achat de livres. Vous me disiez aussi que c'était OK pour vous de le dédicacer si vous aviez des commandes. Ah, On avec grand mettra le plaisir, lien. avec grand plaisir. Ah, Si on m'envoie voilà. les livres, je les dédicace avec grand plaisir. Comme j'ai pas eu grande habitude à le faire, chaque dédicace pour moi, c'est un plaisir. Ah, je suis sûre que certains de nos auditeurs seront très contents de recevoir votre livre avec une dédicace. On mettra les explications et les liens dans le texte qui accompagne ce podcast. Moi, je vous souhaite une belle diffusion pour votre livre. Merci. J'espère vraiment qu'il va donner le goût de la démarche scientifique fondamentale à tous ceux qui vont le lire. Au revoir à tous les auditeurs de ce podcast. Au revoir Philippe, merci. Merci Isabelle, merci. Vous avez aimé ce podcast? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie, et retrouvez-nous sur notre site internet 20écolesdechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt!